Très bien, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce troisième meet-up du GDG Strasbourg, le Google Dev Group. Je suis très content que vous soyez si nombreux pour découvrir en plus ce soir notre super speaker, Théo Darlen, qui va donc faire découvrir un petit peu le Go. Puis il y a également Simon Mélière, merci d'être là. Et puis voilà, je vais vous laisser pas faire un gros discours d'introduction, juste pour vous remercier d'être là. Puis vous pouvez poser toutes vos questions pendant la conférence à la fin, ils vous diront. Et puis on se retrouvera à la fin pour autour d'un petit apéro aussi pour discuter autour de nos passions. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Ouais, donc n'hésitez pas à poser des questions. Pour chacun de nous deux, c'est notre premier talk, donc ça se peut qu'on fasse de la merde, donc n'hésitez pas à nous interrompre si vous ne comprenez pas. Ok, alors aujourd'hui, on va apprendre à recoder l'API Instagram en Go, c'est-à-dire créer une API qui ressemble à Instagram, où on aura donc la connexion, l'upload d'images, le download d'images, etc. Mais avant de commencer, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont peut-être pas forcément fait de web, donc je vais revenir sur les bases de ce qu'est une API. Donc en anglais, ça veut dire Application Programming Interface. Autrement dit, c'est une interface qui permet de communiquer, par exemple avec une base de données, une librairie graphique ou des file systems, donc des fichiers dans l'ordinateur. Mais nous, ce qu'on va utiliser plus précisément, c'est une API REST. Une API REST, c'est un standard qui a été créé en 2000 par Roy Fielding. Vous n'allez pas du tout retenir cette information, mais c'est pas grave, je tenais à la mettre. Et donc, c'est basé sur le protocole de communication HTTP. Donc, une API REST, au final, c'est un serveur qui se représente soit sous la forme d'une adresse IP, soit d'un nom de domaine, qui a le droit de communiquer avec la base de données et qui va finalement écouter sur Internet. Et sur Internet, il y a quoi? Il y a des gens qui vont envoyer des requêtes HTTP. Le serveur va les écouter, va les analyser, faire ce qu'il faut avec la base de données et renvoyer une réponse. Ce qu'on va utiliser pas mal, c'est l'outil Postman qui permet de faire des requêtes plus facilement. Et donc dans une requête HTTP ou HTTPS, on retrouve la méthode, l'URL, les headers et le body. Alors pour commencer, la méthode et l'URL. Donc une méthode, c'est simplement un standard qui a été imposé pour les API REST. Les plus connus, get, post, put, patch et delete. Les autres sont un peu moins utilisés mais peuvent être très bien utiles. Et on a aussi l'URL. Donc dans l'URL, on a le protocole HTTP ou HTTPS. HTTPS donc qui va chiffrer les informations pour éviter que si quelqu'un regarde votre réseau puisse avoir des informations sensibles comme vos mots de passe. Le contexte, le lieu, donc le site web, adresse IP ou nom de domaine, et le chemin. Faut savoir qu'en HTTPS, sauf si je dis une bêtise, la méthode et l'URL ne sont pas chiffrés, donc il faut éviter de mettre tout ce qui est mot de passe dans l'URL directement. On a ensuite donc le header qui contient des informations sur la requête que va pouvoir analyser le serveur. Dans les headers les plus utilisés, on a le content type qui va dire quel est le type du body de la requête, et accept qui va dire quel type de données on accepte en réponse du serveur. Et enfin, on a le body où on va passer toutes nos informations, que ce soit pour n'importe quelle méthode, sauf la méthode get qui ne contient pas de body. Donc dedans, on va pouvoir passer des informations comme du JSON, avec par exemple l'username, l'email, le password. Mais on peut aussi donner des fichiers comme des images ou plusieurs types de fichiers et de textes. Et enfin, une fois que le serveur aura procédé avec tout ça, il va renvoyer une réponse qui contient elle aussi un header, donc avec des informations sur le body, un body qui peut être donc une image, pareil, un JSON, et un code de statut. Ce code de statut permet de savoir à peu près ce qui s'est passé pendant la requête. C'est un code à 3 chiffres. Donc on a tous les codes qui commencent par 1, qui sont des informations, comme par exemple que la requête est en cours mais qu'elle n'est pas terminée. J'en ai pas spécialement vu personnellement. Les codes 200, qui signifie que la requête a été faite avec succès. On a par exemple le 200 status OK, le 201 status created, donc quand quelque chose a bien été créé suite à la requête. 300 qui sont des redirections. 400 qui sont des erreurs du client, vous connaissez sûrement 404
not found. Donc quand on demande une ressource qui n'existe pas. 400 bad requests si on fait quelque chose de faux dans notre requête. Ou bien si par exemple on n'a pas les droits. Et enfin, les erreurs qui commencent par un 5, les erreurs serveur. Si votre serveur plante et qu'il n'a pas pu finir d'exécuter la requête, il va renvoyer un 500. On va donc passer maintenant au coding. Mais d'abord, Théo va vous présenter rapidement le Go et le SQL. Ok, donc je vais vous parler un petit peu du langage Go déjà. Donc langage Go, en fait, c'est un langage qui a été créé du coup par Google en 2012, il me semble. Et en fait, le principe de ce langage, c'est vraiment d'être un langage accessible et compréhensible pour n'importe quel développeur. Du coup, ils sont un petit peu basés sur le C et le Pascal, et du coup, ça donne des syntaxes assez simples. Du coup, passer un petit exemple. Donc voilà, une petite fonction main, très simple, déclaration de variable, donc variable, le nom de la variable, puis le type. On peut aussi la déclarer en mettant 2 points égales. Du coup, ça la déclare et ça l'initialise en même temps. Ouais, du coup, printf, je pense que vous connaissez tous les fonctions de print. Du coup, elle fait partie d'un package qui s'appelle FMT, du coup. Là, du coup, il l'a pas... Enfin, si, il la import. Vous pouvez voir, c'est comme dans les autres langages. Quand on a une librairie, il faut l'import. Et du coup, ça marche. On fait une petite structure pour expliquer vite fait. Donc après, comme dans les autres langages, il y a des structures qui sont aussi simples d'usage. Du coup, on met les éléments puis le type. Et pour y accéder, c'est assez facile. Et du coup, on peut les initialiser directement avec les valeurs. Parce que du coup, si on déclare des variables et qu'on ne les utilise pas, ça nous fait une erreur de la compilation. Voilà. Du coup, là, on va aussi servir d'une base de données SQL. Je sais pas si tout le monde connaît le SQL, du coup. Du coup, on va regarder vite fait un petit peu ce que c'est. Du coup, MySQL, en fait, c'est quelque chose qui permet de créer du coup des tables de données, des bases de données. Et dans ces bases de données, on aura des tables. Et dans chaque table, on aura des colonnes et des lignes avec différents éléments, un peu comme dans un tableau Excel. Par exemple, ici, du coup, là, on a la table, on a la base de données Meetup. Du coup, on a 3 tables dedans, follow, post et user. Et là, avec des simples commandes, il a demandé en gros qu'on voit les ID et les usernames des gens qui sont dans la table user. Du coup, on a les ID, les usernames. Ça permet de stocker les différents éléments de manière assez simple et de les relier entre eux. Oui. C'est simplement la compilation et le lancement du fichier. Donc pour compiler, go build, -o pour donner le nom du binaire, et ensuite je vais le directement. Du coup, là, on va vous montrer un petit peu comment créer les bases d'un serveur. Du coup, Simon, il a fait une petite librairie déjà en Go pour faciliter quelques fonctions. Vous pouvez y accéder, c'est Simon Meyer /smgo. Et du coup, de manière assez simple, à quelques lignes, on peut faire run un serveur sur un port 8000 en localhost. Et on regarde quand même s'il n'y a pas une erreur. Et du coup, là, ça tourne. Et on peut faire des requêtes dessus. Bon, forcément, comme on n'a pas de route encore, c'est juste un serveur sans route, on peut accéder à aucune route. Du coup, on va créer une petite route.
Ouais. Tu peux import des GitHub depuis Travelser? En fait, quand tu installes Go, ça va s'installer dans un local pass où tu auras du coup les différents packages qui vont venir très souvent de GitHub. Et du coup en fait ça vient pas vraiment de GitHub l'URL, ce sera dans ton pass en fait. Tu auras un dossier GitHub avec les sous-dossiers dedans. Du coup là on a la petite fonction test qui en fait va juste return en gros un body en JSON avec un statut OK, c'est-à-dire un statut 200. Et dans le JSON du coup on aura notre structure test avec test qui va être une string qui va dire oui. Et du coup ensuite on ajoute le handler dans le serveur, c'est-à-dire en gros on dit que pour la route /test on aura différentes méthodes. Là on va que faire la méthode get par exemple. Et du coup, on associe la fonction à ce handler. Comme ça, si quelqu'un appelle la route /test avec le get, notre serveur, il va exécuter cette fonction et du coup renvoyer un statut OK. Voilà. Après, sur la même route, on peut par exemple mettre différentes méthodes, un get, un post, un put. Donc là, on va voir tout ce qui est la connexion avec une base de données, du coup, vu que c'est l'intérêt. Si le serveur n'est pas connecté à une base de données, il ne peut pas faire grand-chose. Donc là, il va commencer par créer une fonction qui va initialiser la base de données, la connexion, qui sera appelée au début du programme, du coup. L'idéal quand on crée un serveur, c'est de le mettre, de bien séparer les différentes fonctions dans différents packages. Mais là, vu qu'on va rester assez light, on met tout dans le package main. Mais dans l'idéal, il faudrait séparer un peu toutes les fonctions. Donc là, il va se connecter avec le protocole qu'il va définir après, ou directement. Donc le protocole MySQL, comme on le disait. Et ensuite, l'identifiant qui permet de se connecter à la base de données. Vu que c'est en local, on a juste à mettre le nom d'utilisateur, $, pas besoin de mettre d'adresse, et ensuite le nom de la base de données qu'on va utiliser, donc qu'on a appelé Meetup. Et contrairement au C, il n'y a pas besoin de point-virgule à la fin de la ligne. La mémoire est gérée toute seule en Go. C'est plutôt pratique. Et donc l'implémentation des packages permet de facilement installer n'importe quel package depuis GitHub. Et même le langage de base est très fourni en package. Donc on peut faire un peu tout ce qu'on veut. La DB, tu la mets en var global. Donc là, il va déclarer une variable globale donc qui pourra être accédée d'un peu n'importe où dans le langage. Faut savoir que du coup, avec les packages, il y a une certaine norme d'écriture. Et donc, un nom de fonction qui commence par une minuscule ne sera accessible que dans le package directement.
tandis qu'un nom de fonction qui commence par une majuscule pourra être appelé depuis un autre package. Donc quand vous partagez vos packages, il faut faire attention aux fonctions qui peuvent être exportées ou non. Pareil pour les variables globales ou les structures. Début dans le nom, majuscule, export, minuscule, pas d'export. Donc là, il va tester de se connecter. Et ensuite, donc là, il a d'abord fait un ping, un open, donc il va essayer de se connecter. Et ensuite, il va ping la base de données pour vérifier qu'on a bien réussi à se connecter. Dans un if, on peut directement faire un appel à une fonction, par exemple, ou une initialisation de valeur, point virgule, faire notre condition du if, ce qui permet d'économiser des lignes dans pas mal de cas. Et surtout, très important, on n'utilise pas de parenthèses, sauf quand on veut prioriser des opérations dans le if. Il ne faut pas mettre de parenthèses. C'est ça qui est pas mal différent du C ou d'autres langages. Donc là, il va directement le mettre sur la même ligne. Donc là, il a initialisé ADB. Et donc, si il teste dans le main, donc de l'appeler au lancement du programme. Donc ça va commencer la connexion à la base de données. Petit truc spécial avec MySQL, c'est qu'il faut faire un import vide, entre guillemets. De driver, celui-là. En gros, dans l'import, il va mettre un tiré du bas devant pour dire qu'on veut importer le package, mais pas l'utiliser, parce que sinon ça va créer une erreur si on importe un package sans l'utiliser. Et donc ça permet d'initialiser des valeurs, et dans ce cas-là, des drivers pour utiliser MySQL. Donc là, s'il relance le serveur, on n'a pas d'erreur, ça veut dire qu'on a bien réussi à se connecter à la base de données. Donc là, on va pouvoir tout simplement, par exemple, créer des users dans la base de données directement. Donc pour ça, il va simplement créer une fonction qu'on pourra utiliser donc après dans plusieurs endroits dans le programme. Donc create user. Donc on va mettre directement la syntaxe SQL qu'on va vouloir faire. Donc insert into qui va créer une nouvelle case dans le tableau de la base de données, donc dans le tableau user. On précise ensuite quelle variable on va initialiser dedans. Donc on va, pour commencer, simplement initialiser l'username et le mot de passe, qui sera chiffré, bien évidemment. On ne sauvegarde pas les mots de passe en clair, parce que si on perd le contrôle de notre base de données, c'est pas super pour les utilisateurs. Et ensuite, on va lui préciser qu'on lui envoie les valeurs. Points d'interrogation qui seront remplacés par des variables Go directement au moment où on va appeler cette string SQL. Donc bien sûr, on prend en paramètre l'username directement et le mot de passe sous forme d'hôte. Ce qui est pratique dans les appels de fonctions, c'est que si on a deux variables du même type qui
à la suite dans l'appel de la fonction. On n'a pas besoin de préciser pour chaque variable type. Et comme vous l'avez vu, contrairement à pas mal de langages, le type de variable se met à la fin de la variable et pas au début. Et bien sûr le TX qui permet de faire la transaction avec la base de données. Donc là, la connexion à la base de données va exécuter notre commande et on va lui rajouter en paramètre les variables qu'on veut mettre dedans. On va ensuite vérifier qu'il n'y ait pas eu une erreur pendant ce temps. Aussi, gros avantage du Go, c'est que les fonctions peuvent renvoyer plusieurs types de variables, enfin plusieurs variables à la fois qui peuvent être de différents types. Notamment dans ce cas-là, par exemple, on va renvoyer une structure user et une erreur. C'est très pratique pour la gestion d'erreurs dans les projets, parce qu'on n'a pas besoin de faire des tricks, renvoyer des pointeurs nuls s'il y a eu un problème et un pointeur peint s'il n'y en a pas eu. Ensuite, donc s'il n'y a pas eu d'erreur, on va dans le else if. Dans la réponse, on va recevoir le dernier ID de l'instance qui a été créée, l'élément qui a été créé. Comme d'habitude, s'il y a une erreur, on va la renvoyer. Et ensuite, on va faire un appel à nouveau à la base de données où on va get le user pour vérifier qu'il a bien été créé, c'est le meilleur moyen de vérifier. On va lui envoyer la transaction et l'ID qu'on a réussi à avoir. Donc là, il casse simplement l'ID en int64. Encore une fois, on vérifie l'erreur. Et donc à la fin, si tout s'est bien passé, on va renvoyer l'user sans erreur. Donc avec une erreur nulle en Go, donc le nul qui est représenté par la variable nil. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à implémenter la structure user et les fonctions qui permettent de get le user dans la base de données. Donc un user, comme on l'a initialisé dans la base de données, contient toujours un ID qui est unique. Donc chaque user aura un nombre qui le définit. On a donc ensuite l'username, tout simplement, le nom d'utilisateur. Rajouter le JSON à la fin, les informations JSON, ça permet quand on caste cette structure en format JSON, ça va tout simplement afficher les bonnes données. Par exemple, quand on va renvoyer la réponse de l'utilisateur qui a été créé, on n'a pas spécialement envie que l'authentification soit renvoyée. Du coup, on va mettre un tiret à la place, qui fait que ce sera caché dans la réponse. Donc l'autre qui représente le mot de passe haché de l'utilisateur. Dans la base de données, on a aussi des champs temps à laquelle l'utilisateur a été créé et temps à laquelle il a été modifié pour la dernière fois. On les utilise pas directement dans le Go parce que c'est pas forcément très utile, mais c'est intéressant quand même de le mettre dans la base de données à la base, histoire d'avoir des historiques de ce qui s'est passé. Donc là, comme avant, on va faire une fonction qui interagit avec la base de données. Donc avec la string de ce qui va se passer. Donc encore la SQL str qui sera envoyée lors de la transaction. Cette fois avec un select qui permet de choisir des éléments dans la base de données. Ça peut... Donc là ensuite on va préciser, soit on met une étoile si on veut tous les éléments de la base de données, mais ce qui est plus pratique ici pour éviter que les éléments se mélangent entre eux, c'est qu'on va préciser quel élément on cherche.
Donc l'ID, l'username et l'autre, qui contient le mot de passe haché. Et donc from, on va préciser la table dans laquelle on cherche ça. Et enfin, parce qu'on ne veut pas récupérer tous les utilisateurs, on va préciser l'ID de l'utilisateur qu'on cherche à chercher. Donc là, comme avant, on va exécuter notre commande SQL directement. Il existe des packages qui facilitent un peu cette gestion avec la base de données. Et là, histoire de voir à quoi ça ressemble vraiment derrière, on a préféré le faire comme ça. Et donc là, on envoie l'adresse des variables qu'on va scanner pour que ça les remplace directement. Comme d'habitude, on va vérifier s'il n'y a pas eu une erreur. Et sinon, on va la retourner avec un user vide. Et donc sinon, on va renvoyer tout simplement l'user sans aucune erreur. Et donc là, grâce à cette fonction, il faut le mettre dans en fait, quand on initialise une variable dans un if ou else if, elle n'existe que dans ce if else if. Donc soit il faut créer la variable avant pour qu'elle puisse être utilisée en dehors du if, soit utiliser simplement la variable dans le if. Donc là, vu que le return est en dehors des conditions, il a fallu le préciser. Fait peut-être un appel dans le main avec un ID directement. Donc on va créer un user. D'abord il faut initialiser une transaction. Decorate. Donc là, avant, on a initialisé la variable globale DB, donc qui va simplement contenir notre connexion à DB. Sauf que on ne va pas utiliser directement cette connexion, on va à chaque fois créer une transaction avec la base de données, donc qui va effectuer des changements dans la base de données. Mais si jamais une erreur se produit, il y a moyen d'annuler tout ce qui s'est passé. Donc si on devait créer un utilisateur et un autre élément dans la base de données, si l'utilisateur s'est bien passé mais l'autre non, on va pouvoir annuler la création de l'utilisateur. Là tu peux mettre directement contexte pour un background. Tu peux mettre background. Contexte. Donc un contexte, c'est une sorte d'ID de ce qui est en train de se passer. Là, vu que dans le main, on n'en a pas vraiment, on va tout simplement en créer un depuis l'arrière du programme. Et donc on va envoyer la transaction. Et après la transaction, ouais. Donc là, on va peut-être pouvoir aller voir dans la base de données, mais normalement, ça c'est peut-être pas forcément update. Encore un. En tout. Ouais, ça. Donc là, il s'est pas créé, tout simplement parce que la transaction n'a pas été sauvegardée. Donc il suffit de faire, après avoir fait la transaction, de faire un transaction.commit. Donc il va enregistrer toutes les modifications.
Donc là, si on regarde dans la base de données, on a bien un utilisateur qui a été créé au nom de Simon. Donc maintenant, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire un call API directement pour enregistrer cet utilisateur. Ouais. Donc, ce qui est intéressant avec les API, c'est que certes, on a la fonction qui va exécuter la requête, mais on peut mettre des fonctions intermédiaires génériques qui vont être utilisées donc, pour plusieurs requêtes. Par exemple, là, on va créer une fonction qui va permettre d'initialiser la transaction pour chaque requête à laquelle on veut une initialisation, plutôt que de devoir rajouter le code directement dans la requête. Donc, cette fonction, elle va prendre donc, un pointeur sur fonction qui permet de gérer les requêtes, et ça va renvoyer un autre pointeur sur fonction du même type, donc qui va contenir des informations en plus. Donc là, on va return une fonction qu'on a créée. Donc comme avant, tout ce qui est les fonctions qui peuvent recevoir les requêtes prennent un argument et renvoient un int qui représente le statut qui a été envoyé. On peut préciser aussi directement dans les retours de fonctions le nom de la variable qu'on va retourner. Et donc, par défaut, si on ne précise pas de nom de variable au moment du return, ça va renvoyer cette variable. Et donc, ça aura déjà initialisé la variable dès le début. Donc là, on va créer juste un logger qui va permettre d'afficher les erreurs si jamais on en a. Donc on initialise la création, la transaction. On va mettre du coup le contexte de la requête. Comme d'habitude, vérifier l'erreur. Donc s'il n'y a pas d'erreur, donc que l'erreur est nulle, on va faire une certaine exécution. Et en fait, l'instruction differ, ça va créer une fonction qui va être exécutée à la fin de cette fonction-là. C'est-à-dire que peu importe quel return je fais après ce differ, ça va forcément appeler cette fonction. Ça permet par exemple de fermer quelque chose, peu importe le return, plutôt qu'avoir à le réécrire avant chaque return, par exemple. Et là, c'est un differ spécial, donc le recover, qui va permettre de capter s'il y a eu un crash dans l'exécution. Et donc là, s'il y a un crash, on va pouvoir le voir et renvoyer une erreur directement. Donc là, on va préciser dans la réponse qu'on a eu une erreur interne. Dans le body, on va donc donner une erreur directement, sans forcément avoir à préciser, parce que les utilisateurs n'ont pas forcément à savoir ce qui se passe sur le serveur. Et nil, donc ça c'est pour les headers, si on veut rajouter des headers supplémentaires. Donc si jamais il n'y a pas eu de crash, on va quand même vérifier que le statut de la requête ne soit pas mauvais. Donc pour rappel, les statuts d'erreur, c'est tout ce qui est au-dessus de 400. Donc 400 qui sont les erreurs utilisateurs et 500 les erreurs serveurs. Donc si on a une erreur, on va tout simplement rollback, donc annuler tout ce qu'on a fait sur la base de données. Et sinon, on va commit, donc sauvegarder nos changements. Donc ensuite, cette transaction, donc le differ, c'est ce qui va se passer à la fin. Donc pour l'instant, on est au moment où on a initialisé la transaction,
S'il n'y a pas d'erreur, alors on va mettre dans Other, qui est une sorte d'endroit où on va pouvoir mettre plein de données pour la requête. On va lui donner la transaction, et donc une fois qu'on exécutera la fonction qui exécute la requête, on pourra avoir cette transaction directement, plutôt qu'à avoir à faire tout ça dans l'autre fonction. Et donc là, si jamais on n'a pas réussi à initialiser la requête, on va mettre un petit log d'erreur, histoire qu'on puisse savoir directement dans le terminal qu'il s'est passé quelque chose qui ne devrait pas. Et on va return à nouveau une erreur pour l'utilisateur. Donc là, on va enlever ça du main et on va créer une route. Donc /register où on va pouvoir envoyer nos informations afin de pouvoir créer le compte. Donc cette information, on va l'envoyer en poste. Et on va préciser donc la fonction qu'on n'a pas encore créée. Register directement la fonction qu'on va créer après. Et on va préciser donc un décorateur, enfin une liste de décorateurs, là il n'y en aura qu'un. Donc des fonctions intermédiaires qui vont être appelées avant l'exécution de la requête. Donc là, il va préciser le decorateDB. Donc cette fonction va être appelée à chaque fois avant d'appeler register. Donc maintenant qu'on a l'initialisation de la transaction de base de données, les fonctions qui permettent de créer un user dans la base de données, on va tout simplement créer la fonction qui va gérer cet appel, donc /register. Où vu que on ne passe pas les informations dans l'URL comme je l'ai dit avant, on va utiliser le body. Et donc on va lire le body qui sera normalement de type JSON. Donc on va créer directement une structure qui va accueillir ce body. Donc nous, ce qu'on aimerait que l'utilisateur nous envoie, c'est tout simplement le nom d'utilisateur qu'il aimerait créer. Et son mot de passe, évidemment. Donc là encore un logger qui va permettre de nous afficher si jamais une erreur se produit. On va récupérer la transaction qui est donc dans les paramètres. Sachant que cette transaction est stockée sous la forme d'interface, donc qui peut être n'importe quoi, et donc là on la caste en pointeur de SQLTX. Ensuite on va commencer à décoder le body. Donc là, on précise le body de la requête. Et on va lui dire qu'il va nous mettre tout ça dans notre structure. Comme d'habitude, on va regarder si une erreur s'est produite lors de la lecture du body.
Si c'est le cas, on va rapidement afficher une erreur histoire de pouvoir le voir nous-mêmes. Et donc renvoyer une erreur à l'utilisateur. Donc on estime que si on n'a pas réussi à lire le body, c'est sûrement parce que celui que nous a envoyé l'utilisateur n'est pas valide. Donc on lui envoie un statut bad request 400. Et si c'est pas le cas, on va faire une petite série de vérifications, voir si ce qu'on attend est bon. Donc on va notamment vérifier que le nom d'utilisateur n'est pas trop long, vu qu'on impose une limite. Et ce qui n'est pas trop court non plus. Donc on va lui dire par exemple qu'on veut au minimum une longueur. C'est un peu long ça. Comme tu veux, 6. Donc on va demander à ce que la longueur de l'username soit d'au minimum 6. Et on va lui renvoyer. Et on va lui renvoyer bien sûr une erreur en lui précisant que son nom d'utilisateur n'est pas assez long. Là ensuite on va vérifier aussi la longueur du mot de passe parce que ce serait pas sécurisé de faire un mot de passe trop court. Donc pareil, on va lui envoyer une erreur pour lui dire que son mot de passe est trop court. Ensuite, comme je le disais, on ne va pas sauvegarder le mot de passe en clair. Donc on va hacher le mot de passe. Donc créer une version entre guillemets illisible du mot de passe qui ne pourra théoriquement pas être décodé. Car pour un même mot de passe, ça peut créer plusieurs chaînes de caractères différentes. Donc là pareil, si on a une erreur lors de la création du hash du mot de passe, on va se l'afficher. Donc c'est assez long toute cette partie, mais c'est important d'avoir une bonne gestion d'erreurs, vérifier que l'utilisateur n'envoie pas n'importe quoi, parce qu'il y en a beaucoup des utilisateurs qui tentent de passer par les mailles de filet, donc c'est important d'avoir une gestion d'erreurs solide. Là elle est encore assez basique, on vérifie juste que les chaînes de caractères soient pas trop longues. Mais il faudrait aussi regarder la robustesse du mot de passe, si c'est pas trop long non plus, vu que la taille des chaînes de caractères est limitée dans la base de données. Et dès que si tout ça est fait,
on va appeler une autre fonction. Donc là, on va remplacer dans notre structure qu'on a créée avant le mot de passe par le mot de passe haché. On va faire une autre fonction pour séparer tout ça proprement. Donc où tout a été vérifié, on va lui envoyer le body et compagnie. Et donc là, il va pouvoir créer directement l'utilisateur. Je vais reprendre du coup. Ok, donc comme toutes les autres fonctions, bah, on prend les arguments en paramètres. Donc là, dans cette fonction, on va appeler du coup la fonction qu'on a créée avant, qui va agir directement dans la database, du coup qui va enregistrer l'utilisateur avec son username et son password. Vérifier les erreurs. Donc là forcément si on a une erreur à la création du user dans la database, c'est aussi une internal server error, parce que l'utilisateur il peut rien. Et si ça marche, ben, on return un petit succès. Donc après, pour ce qui est du hash du mot de passe, on va utiliser des libs qui sont toutes faites pour ça. Du coup, c'est des fonctions qui nous hashent directement le mot de passe. Donc là, ce qu'il a fait, c'est juste pour caster la string en tableau de bytes. Donc là, normalement, si on fait un post sur le register, ça devrait enregistrer notre nouvel utilisateur dans la database directement. Et donc, il est enregistré. Avec le mot de passe qui est haché, bien sûr. Donc maintenant qu'on a créé notre utilisateur, on aimerait qu'il puisse se login pour pouvoir avoir accès à ces informations, à ces images, etc.
Donc là, on reprend les mêmes fonctions parce que si on veut se connecter, c'est un petit peu le même principe. On envoie le nom d'utilisateur, le mot de passe. Du coup, il faut le décoder. Et après, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer. Est-ce que c'est pour cet user? Est-ce que c'est le bon mot de passe? Si oui, on va le connecter. Sinon, bah non. Petite erreur. Donc pour récupérer l'user par le username, on récupère quasiment la même fonction que par l'ID. Ce qui va changer, ben, c'est juste les champs qu'on va préciser. Ensuite, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on va comparer du coup le mot de passe qu'on lui envoie avec celui qui est enregistré. Pour le comparer, bien sûr, on va avoir besoin de nouveau de le hacher, celui qu'on vient de lui envoyer, parce que sinon ils vont pas être pareils. Du coup, on va essayer la connexion. Invalide route. Ouais. Faut pas oublier de mettre les routes dans le main, sinon ça marchera pas. Et donc ce sera de nouveau une méthode post, forcément. Et du coup, bah, on a un statut de réponse 200 OK, c'est que ça a marché. Forcément, le body il est nul parce qu'on renvoie rien. Et avec un mauvais mot de passe, bah, réponse 400. Ok. Donc maintenant qu'on est connecté, en fait, il faut qu'on ait quelque chose pour que le serveur il sache que c'est nous, en fait, pour nous identifier, pour pas avoir besoin de remettre le mot de passe à chaque fois. Du coup, en fait, le serveur il va nous générer un token. Un web token qui va nous donner, en fait, qui va être valide pour un certain moment.
Et grâce à ce token qu'on va mettre dans les headers de chaque request qu'on va lui faire, il va pouvoir nous identifier et savoir que c'est bien nous. Pour pouvoir nous donner des accès ou d'autres à différents contenus. Donc là, par exemple, il est en train de créer un token qui va être valide pendant 24 heures et qui va s'expirer après. Du coup, après avoir comparé les mots de passe, on peut essayer de créer un token. Et forcément, on va aussi gérer le cas d'erreur. Dans le cas où le serveur n'arrive pas à créer le token et il y a un problème.
Bah avant du coup on a encrypté le token. Là cette partie ça va servir à le décrypter du coup. Pour que le serveur puisse nous identifier. Ben la première condition ça va être le cas d'erreur sur le parsing du coup. Qui est déjà fait. La deuxième, ce qu'elle fait c'est qu'elle c'est une erreur de Marshall en fait, c'est une erreur quand tu vas le transformer en JSON. Parce que du coup en fait à partir du token, tu vas le retransformer en claims, c'est-à-dire en username, enfin en structure. Et du coup en fait si tu veux pas la remettre dans cette structure, tu auras une erreur. Parce que forcément ce sera des mauvais champs dans le JSON et des choses comme ça. Le troisième. Simon, tu veux expliquer? En gros, au début, on a une fonction qui est directement fournie par le package JWT, donc qui permet de créer le token, qui va parser le token pour vérifier qu'il soit valide. Donc s'il y a une erreur, ça va envoyer l'erreur. Ensuite, on va tenter de transformer ce format en format JSON décodable, donc le Marshall. Le Marshall, donc on va le transformer pour qu'il puisse rentrer dans notre structure. Et ensuite, une fois qu'on a pu décoder tout ça, on va vérifier que le token est valide, on va vérifier que les informations qu'on avait mis dedans sont bien les bonnes. Et si c'est le cas, on va renvoyer donc les données. Du coup là c'est juste une petite vérification pour voir si le token il est déjà expiré ou pas. Du coup dans le return on peut faire tout de suite une condition, une espèce de condition et qui va return du coup un booléen qui va être true ou false selon les valeurs des variables. Du coup ça c'est une petite fonction qui va nous permettre, fonction généralisée, qui va nous permettre avant l'appel de chaque request de pouvoir mettre ce token automatiquement. Du coup dans le champ des headers en HTTP, on a toujours des clés avec des valeurs. Là la clé ce sera authorization. Du coup on va la récupérer. Du coup le premier cas d'erreur c'est si on n'a pas d'autorisation dans le header.
Ensuite, à part, on va vérifier si l'autorisation est bonne et si le token est bon. Et forcément, la dernière étape, ça va bien sûr être de vérifier si le user est bien déjà enregistré. Donc pour ça, on va juste regarder dans la base de données s'il est là ou pas. Voilà, donc là on a décoré nos headers. Du coup ben, on peut ajouter les décorateurs à chaque méthode. Et du coup, chaque fois qu'on va appeler cette méthode, on va déchiffrer les headers qui sont dessus. Donc là on a appelé la route test, mais il manque le token. Du coup on va le rajouter dans le header et ça devrait marcher. Bah là ça devrait marcher avec le token, mais ça marche pas, du coup c'est juste un petit peu de debug, rajouter des prints dedans pour voir où est le problème vraiment. Oui. Après, je pense que c'est un peu compliqué, j'essaie le token pour un workshop comme ça. Ça pourrait être peut-être plus simple de poster les photos. Oui, c'est compliqué, mais on voulait mettre ça en avant surtout parce que quand tu fais une API, le principe c'est surtout qu'elle soit protégée en fait. Du coup on va mettre ça en avant, mais de toute façon là on arrive à la fin, donc les photos ça arrive juste après. Là, en fait, vous utilisez du coup justement le token sans lever externe. C'est des tokens JWT, c'est une norme assez répandue. En gros, il y a des leaks qui font café, je pense.
celle-là, elle est assez basique, même s'il y a pas mal de quelques fonctions à rajouter. Après, le problème, c'est que les tokens, c'est assez précis. Et donc, une erreur est très très vite arrivée. Bon, pendant qu'ils cherchent un petit peu d'où viennent leurs soucis, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du Go dans la salle? Parce qu'on n'a même pas fait ce sondage. Ok, il y a 2, 3, 4, 5. Ok, il y a des gens qui hésitent, savent pas trop ce que j'en ai déjà fait, ce que j'en ai pas fait. Mais du coup, c'est intéressant. Ceux qui en ont déjà fait, déjà, pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui? Quelles sont vos attentes en fait? Je sais pas si. Je vais venir comme ça pour la vidéo, on a le son. Du coup, moi j'étais venu pour voir s'il y avait d'autres façons de développer, etc. Parce que j'avais utilisé Gin. Là, il fait avec le package de base HTTP de Go. Moi j'avais fait avec le package Gin qui fait le café, du coup, voilà. J'étais venu pour voir comment les autres font. Ok, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent partager leur témoignage? Il y a des gens là-bas. Il y a une main là, c'est parfait. Ouais, alors Simon, j'ai l'impression que tu as créé ton propre framework HTTP, non? Enfin. Ouais. Ouais, j'ai regardé, il est cool. Et non, mais que ça. Et non, mais c'est vrai que j'étais là pour venir voir comment les autres du coup faisaient pour coder ça. Et pourquoi pas aussi voir un peu l'architecture. Bon, alors là, on n'a pas vu l'architecture, tu fais tout dans le package main, mais voilà. Donc, merci pour ce témoignage. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions auxquelles ils peuvent répondre pendant ce temps? Super. Alors, ça en est où du coup, la réparation? Les tokens, c'est compliqué. Les tokens, c'est compliqué. Oui, peut-être qu'on peut avancer, passer à l'étape suivante. Les images, ça, on a un peu mal calculé le temps. Je sais pas, vous voulez faire quoi du coup? Oui. Les libs sont en général pas mal, mais ça répondait pas toujours aux besoins que j'attendais, notamment sur la façon d'écrire les réponses. Je voulais un truc plus simple, parce que du coup derrière chaque réponse, où j'envoie un response.json, c'est pratique d'avoir une fonction générique qui va créer tous les headers, donc forcément c'est un peu long, mais donc qui va faire tous les headers, la gestion d'erreurs. Et donc de là, pouvoir aussi dans le main l'initialiser comme je le veux avec les décorateurs et donc ma propre façon d'implémenter les fonctions qui vont être exécutées lors des requêtes. Il y a des trucs qui font très bien le café, mais j'ai préféré créer le mien, assez basique, mais juste pour faciliter un peu. Est-ce que vous avez des choses à dire? Parce qu'il reste plus que 10 minutes. On a un peu mal calculé le temps et donc on aurait bien voulu montrer encore comment on upload ou download des photos. Mais ça va aussi prendre un peu de temps. Les tokens, je sais que j'avais galéré à les faire parce que la moindre ligne qui est pas bonne, ça peut faire de la merde, vu que c'est des choses assez précises avec l'encryption. La moindre chose qui est mal vérifiée peut générer une erreur. Dans tous les cas, la partie API complète, donc avec la génération des tokens valide,
Et l'upload et le download d'images est disponible sur GitHub, ou va être disponible sur GitHub, je vais le push. Donc si vous voulez voir un peu plus en détail comment ça fonctionne, je vous conseille d'aller le voir. Ouais, sinon je vais... Non, c'est pas celle-là, c'est... Donc là, on avait l'authentification qui est censée bien marcher, à voir quelles sont les différences des erreurs que j'ai pu faire en le recopiant. Pour voir un peu comment les tables ont été initialisées, parce qu'on ne l'a pas montré spécialement vu qu'elles étaient déjà créées. Mais en gros, c'est comme ça en SQL qu'on va créer une table. On va donner le nom de la table, chaque élément qu'on veut, son type, sa valeur par défaut si jamais on ne l'initialise pas. Et donc là, on voit qu'on a l'ID, qu'on précise qu'il doit être unique. On précise aussi que l'username doit être unique. Donc la SQL va envoyer une erreur si on essaie de créer un autre user qui a le même nom, etc. Et donc les created modified qu'on n'utilise pas directement dans l'API, mais qui peuvent être utiles pour garder une trace des changements. Ensuite, donc là pareil, c'est du code un peu sale, parce que il y a pas mal de fonctions système à appeler à la suite. Pour si on envoie en fait en paramètre une photo, il faut pouvoir vérifier qu'elle soit pas trop grosse, histoire qu'elle surcharge pas le serveur. On regarde la description. Et on va tout simplement lire la photo et vérifier que tous les types sont valides, qu'on ne nous envoie pas un PDF au lieu d'une image. Et une fois que tout a été vérifié, on va créer le fichier directement localement. Là, je l'ai fait localement pour cet exemple, mais on peut très bien le connecter à un service cloud comme S3 de AWS, donc qui va pouvoir sauvegarder plein de fichiers. Donc là, ça va tout simplement sauvegarder l'image que j'avais upload avec un nom random pour pas que les images puissent rentrer en conflit. Et ensuite, pour le download, il suffisait donc, là c'est beaucoup plus rapide, d'ouvrir l'adresse de l'image et de la renvoyer. Et donc de là, on arrive à sauvegarder. Dans le download, on peut rajouter une gestion d'erreur, du coup, vu qu'on a les tokens pour savoir quel utilisateur fait la requête, vérifier que l'utilisateur a bien le droit de chercher cette image. Par exemple, si l'utilisateur qui l'a posté est en privé. Ça permet de gérer tout ça. Et oui. La photo, tu l'envoies sous quelle forme? Alors, sur Postman, on a un format de body donc, qui est form data où on va pouvoir envoyer plusieurs informations. Donc une sorte de tableau de body où on va donner une key, donc la photo. Et là, je vais choisir le fichier que je vais envoyer. Je vais pouvoir ajouter un texte, description du post que je veux faire, vu que le but est de faire un post Instagram. Et donc là, théoriquement, si mon token est encore valide, je vais pouvoir le upload. Très bien. Ah, j'ai changé peut-être le nom de la route. Ah oui, c'est post maintenant. Bien sûr, mon token n'est plus valide. On va tenter de se connecter. On génère un token, on copie. Et là, on a bien envoyé l'image. Ça nous a généré un nom aléatoire. Donc on a l'ID du post, l'ID de user qui a posté ce post, le nom de l'image. Et donc si on regarde bien, en local, ça nous a créé une image en plus. Bon, j'ai envoyé la même, bien sûr. Et donc voilà. C'est pas très compliqué à implémenter cette sauvegarde. Et c'est aussi facile d'ajouter du coup une autre source plutôt que de le télécharger en local, le mettre sur un service cloud. Est-ce que vous avez encore des questions ?
n'y a pas beaucoup d'hébergeurs spécifiques pour du Go, notamment en gratuit. En payant, il y a bien sûr AWS, Google Cloud Platform, etc. Mais sinon, en service gratuit, j'ai quand même trouvé quelque chose. C'est Always Data. Tu peux faire facilement un petit site et l'héberger gratuitement. Il suffit que tu te connectes régulièrement sur le post admin et le serveur reste actif. Donc dessus, il y a juste à compiler le Go sur ton propre ordinateur, parce que la version Go du service n'est pas encore à jour, donc certaines fonctionnalités sont pas dispo. Tu le compiles toi-même, tu envoies juste le binaire sur le serveur, et de là, tout fonctionne correctement. Après, vu que l'espace est limité, on va pas pouvoir sauvegarder directement les photos sur serveur gratuit. Mais c'est déjà un bon début pour si tu veux juste faire une base de données simple avec des utilisateurs et des tables SQL. D'autres questions? Bon, en tout cas, même si vous avez des questions par rapport au Go, pas forcément par rapport à ce qu'on vient de faire, mais par rapport au Go en général, n'hésitez pas à venir nous voir juste après, on pourra peut-être en parler, discuter de quelles sont vos façons de faire, quelles sont les nôtres, et pour voir un petit peu échanger. Oui, dispo pour discuter, il y a un petit apéro, des chips et de la boisson, et aussi quelques stickers de la mascotte Go, si vous êtes intéressé.